je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Nicolas. Ami d'enfance, la musique a toujours joué un rôle important dans notre relation. Ainsi, c'est avec fierté que je vous présente cet épisode d'Écolocation, dans lequel nous parlons de MTV, de géographie et bien évidemment de Pink Floyd. Salut Nicolas, comment ça va? Ouais, toi, Jesse. Ça va super. On en a parlé rapidement juste avant, mais je suis très content de t'avoir parce que ça fait une éternité qu'on doit enregistrer cet épisode. Ça fait plusieurs mois, effectivement. Ça fait plusieurs mois. Donc voilà, c'est avec grande fierté qu'on va commencer cet épisode d'écolocation avec Nicolas, mes amis qui m'est très très cher. Et Nicolas va commencer par te poser une question horrible. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que j'écoute? Bah là, par exemple, pour venir, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté du Mad Season. Mad Season, c'est un groupe de grunge des années 90 à peu près. Et en fait, c'était l'époque où il y a eu pas mal de ce qu'on appelle des super groupes ou des all-star bands. Ok. Qui sont en fait, tu vas avoir des musiciens qui viennent de groupes différents. En l'occurrence là de Pearl Jam et Alice in Chains, pour faire en fait un autre groupe, un side project en général. Et ça donne des trucs vraiment super cool. Donc j'ai écouté ça en arrivant, je me suis mis leur seul album du coup, Above je crois. Above. Ils ont sorti un seul album et voilà, j'ai écouté ça en arrivant. C'est un truc que j'écoute beaucoup en ce moment quoi. Les super groupes ou bien Mad Season particulièrement? Mad Season, et surtout là je suis un peu dans ma période grunge. Ouais. Avec Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana, tout ça. Mais c'est c'est un peu ma période là. Mais est-ce que genre dans le genre grunge, il y a par exemple un groupe de référence qui quand même reste au-dessus pour toi? Alors mon préféré, Ouais. Alice in Chains. Ok, ouais, tu me rassures. C'était l'époque aussi où ça a été beaucoup popularisé par Nirvana avec les lives acoustiques, notamment à la MTV. Donc le live acoustique de Nirvana qui s'appelle Unplugged, qui est vraiment incroyable. Et en fait, il est sorti en 94, en 96, Alice in Chains ont fait la même chose. Après, Pearl Jam feront la même chose et tout. Et puis ça va y avoir plein de groupes après qui auront fait ces lives acoustiques. Et je trouve ça vraiment génial, quoi. Mais ouais, enfin, des 4 grands groupes de grunge, vraiment, Alice in Chains, mon préféré. C'est super, j'ignorais complètement que c'était en fait Nirvana qui avait lancé cette mode. Alors, je crois que le premier artiste qui avait fait un live acoustique à la MTV, je crois que c'était Eric Clapton. D'accord. Encore avant eux, mais le truc qui a vraiment popularisé le truc, c'est Nirvana. Ok, mais c'est excellent. Et Nicolas, dis-moi, je sais que tu fais de la musique, ouais. Tu fais de la basse, donc là on a parlé des musiques que tu as écoutées récemment. Ouais. Est-ce qu'il y a des musiques que tu as apprises à jouer récemment? Il y a un morceau, il y a pas longtemps, c'était un de mes gros coups de cœur du moment. Pourtant, c'est un morceau assez connu d'un groupe connu. C'est de The Cure, et c'est Just Like Heaven. Ok, je vois. J'ai fait chier tous mes potes avec ça, avec ce morceau-là, parce que franchement, ça a été un choc quand je l'ai écouté. C'est un morceau qui est vraiment super cool et tout. Et je crois le soir même où je l'ai écouté, je l'ai appris à la basse et à la guitare avec, toutes les parties guitare acoustique, guitare électrique, tout ça. J'ai tout appris d'un coup et c'est un morceau que je spamme en ce moment. Je crois que c'est mon morceau le plus écouté du moment. Il y a pas grand-chose à voir avec ma période grunge un peu, quoi, mais c'est un morceau qui m'a transcendé. Mais c'est ultra intéressant que tu dis ça. Enfin, donc tu m'as fait écouter, c'est effectivement un morceau qui est magnifique, Just Like Heaven. Et j'ai un peu ressenti ça, mais toi, donc, comme tu as dit, il t'a transcendé. Enfin, qu'est-ce qui t'a transcendé particulièrement dans ce morceau? En fait, quand tu l'écoutes, c'est un morceau qui est gentil. Ouais. Genre, il est hyper abordable, il peut te parler quand tu veux, tu vois. Genre, c'est... peu importe le mood dans lequel t'es, genre, tu l'écoutes et puis tu... Enfin, je sais pas, ça te transporte et puis t'oublies quasiment tout ce qui se passe autour de toi et puis tu fais juste l'écouter, quoi, et c'est cool. C'est magnifique, c'est créer une vraie, c'est pas une sorte d'ambiance, et ce côté-là, peu importe la situation. Ouais. C'est excellent. Ouais, c'est vraiment comme si t'étais dans une petite bulle, mais vraiment toute confortable, quoi. Et ce qui peut pallier un peu à d'autres trucs que je peux écouter des fois, c'est pas forcément... c'est pas vraiment le style, on va dire, que j'écoute le style que j'écoute le plus, quoi. Mais ce morceau-là, il m'a trop bercé en ce moment. Excellent. Et sinon, le tout dernier morceau que j'ai appris, là, je crois, c'est du coup un morceau de Mad Season, du coup, à la basse, qui s'appelle Long Gone Day, qui se joue normalement à la contrebasse. Yeah. Okay. Et ça, c'est vraiment, si tu voulais savoir, le dernier morceau que j'ai appris, c'est celui-là.
Mais je suis content que tu m'en parles parce que c'était aussi une question quand même que j'avais dans un coin de ma tête. Tu m'as parlé de Mad Season, donc Ouais. ce groupe-là qui est de ce super groupe Ouais. qui est assez dingue. Il me demandait, mais ok, alors, mais quelle est pour toi genre la super musique d'un super groupe, quoi? Celle-là et alors d'un autre super groupe du coup, toujours dans la période grunge où là c'est un mélange entre Soundgarden et Pearl Jam. Le groupe s'appelle Temple of the Dog Ok. et une chanson qui s'appelle Hunger Strike Oh, qui est wow. vraiment magnifique et où d'ailleurs, enfin c'est Pearl Jam et Soundgarden, sauf que c'était Temple of the Dog du coup le super groupe. Ça a donné Pearl Jam après qui sont devenus en fait super connus. En fait, ouais, c'est compliqué. Enfin, En gros, ouais. il y avait Soundgarden, le chanteur Chris Cornell qui a voulu faire un super groupe un peu à côté, avec les musiciens, enfin avec des musiciens, et en fait ces musiciens-là sont devenus après Pearl Jam, qui est un des D'accord. plus gros groupes de grunge. Effectivement. Et je crois que c'est le premier morceau où on peut entendre du coup le futur chanteur de Pearl Jam, Eddie Vedder, qui est un super chanteur. Mais c'est juste incroyable parce que, enfin, je sais pas, enfin, juste dans ces quelques anecdotes-là, on retrouve en fait, je pense, toute l'histoire du grunge un peu. Enfin, Ouais, bah enfin c'était. Après, je suis pas trop calé non plus dans ce style-là, quoi, mais il y a vraiment eu 4 grands groupes qui ont influencé cette musique, dont Soundgarden et Pearl Jam, quoi. Avec Alice in Chains et Nirvana. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est 4 groupes qui viennent tous de Seattle. Et en fait, on dit que le grunge, souvent, c'est une musique de Seattle. Parce qu'en plus, c'est une musique qui peut être parfois un peu déprimante, un peu oppressante, un peu, enfin, ça parle pas forcément de trucs très joyeux. Et ça va totalement, en fait, avec le climat qu'il y a à Seattle, quoi. C'est une ville où il y a, je crois, 200 jours de pluie par an et tout, et c'est un peu, en fait, une cohérence, contrairement, je sais pas, aux groupes de hard rock, tout ça qu'on pouvait avoir en Californie, où, je sais pas, par exemple, enfin, même si c'est pas vraiment du hard rock, mais je te parle des Red Hot. ouais, Les Red Hot, tu vois, c'est explosif, ça pète et tout, ouais, c'est c'est vraiment dansant. enfin, Et tu tout. sens la Californie, quoi. Ouais. Alors que, tu vois, dans le grunge, bah, tu sens un peu Seattle, en fait. Là, encore une fois, enfin, j'ignorais complètement cette information-là et c'est ultra intéressant de voir comment finalement l'environnement dans lequel certains artistes ont Ouais, évolué, carrément. genre les impacts. Je sais que, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec le grunge parce que je n'écoute que très très peu. Enfin, c'est souvent toi Ouais. qui m'en conseille. Mais il y a une artiste de folk que j'aime beaucoup qui s'appelle Hayley Hendrix et elle en fait elle fait de la musique à Portland Ok. dans l'Oregon si je me souviens et je sais pas, j'ai trouvé que sa musique avait une couleur assez particulière et rapidement j'ai découvert qu'en fait à Portland t'as toute une communauté en fait qui fait une sorte de son un peu aussi Ouais. similaire, tu vois, c'est je sais pas, genre comme si genre chaque coin avait vraiment un peu son son. Mais ouais, les sons sont un peu communautaires. Je sais pas, enfin, même quand tu regardes la musique du sud des États-Unis avec des Lynyrd Skynyrd, tu sais, les Sweet Home Alabama, tout ça. Ah ouais. Les groupes comme ZZ Top et tout, je crois que enfin, ils viennent du Texas, je crois, et enfin, ça se ressent dans leur son. Mais ils jouent un Et, peu au banjo dans des sons, non? Ouais, où t'as de la guitare avec résonateur, enfin, avec des résonateurs, ouais, c'est bien typique de là-bas. Et puis même, dans les influences un peu blues et country, t'as les guitares avec les slides. Ok. C'est où ça te donne des sons, tu sais, c'est un peu comme si c'était des vagues, quoi. Mais les slides, c'est pas ces instruments-là qu'on met. Bah, tu sais, c'est un truc que tu autour mets du au bout doigt de ton doigt, ouais, et ça, ou par exemple, la résonance. un petit verre, tu vois, ou des trucs comme ça, et en fait, ça fait une résonance sur tes cordes, comme ça. Oh. Et puis, enfin, si on veut partir encore un peu plus loin dans tout ce qui est la musique par rapport à leur région, comment dire, au tout début du hip-hop, la East Coast et la West Coast. Ah ben tout simplement. Et ça se ressent totalement dans leurs textes et dans leur musique, quoi. C'est entre Notorious Big et Tupac, par exemple, il y a vraiment, tu vois vraiment qu'il y a, enfin, ils viennent vraiment de 2 mondes différents, quoi. Même si ça vient du même pays au final. Mais Nicolas, enfin, je trouve super intéressant que tu parles de cette différence géographique-là, de la façon dont les artistes font de la musique, parce que moi, comment dire, j'ai encore une autre vision des choses. J'aime beaucoup aussi quand tu as des artistes qui, justement, enfin, vont voyager pour prendre un peu des sons, des sonorités de Ouais. l'étranger, un peu genre et les incorporer à leur propre Ouais. son et tout. Genre, je sais pas, je sais que j'aime beaucoup un artiste britannique qui s'appelle J. Paul. Ok. Lui, il est d'origine indienne et c'est un truc qu'il fait très souvent. En fait, il amène dans la musique britannique et électronique britannique plein de sonorités indiennes. Ok. Et c'était fait, je pense, dans le rock avec John Lennon, les Beatles. Ils l'ont pas mal fait, si je me souviens. Mais c'est un truc que je trouve assez fascinant. Bah, moi, je vais te relancer sur un truc au niveau des Beatles. Oh là, C'est que t'as Jimi Hendrix, par exemple, ok. qui lui est américain.
Et en fait, il a fait ses tout débuts en musique en arrivant en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Et il a été repéré, il me semble, par la femme de Paul McCartney quand il jouait dans un bar. Quoi? Ouais. Et en fait, elle lui a dit, ouais, tu devrais écouter ce mec, il joue plutôt bien de la guitare et tout. Et où en fait, vraiment, les tout débuts du rock, années 60-70, ça se passait vraiment enfin, au Royaume-Uni. Et je pense que lui, il avait peut-être sa culture afro-américaine, tout ça, et en fait, il a vraiment apporté ça à la musique qui a eu, en fait, à ce mouvement-là, mouvement un peu psychédélique, rock, tout ça, en fait, des années 60-70. Mais c'est vrai que, mais en plus, ça, c'est fascinant. Enfin, alors évidemment, t'as l'avènement du rock à cette période-là, mais comment dire, tout le côté, enfin, psychédélique qui est si pas mal lié à la culture hippie et tout. Enfin, Ouais. c'est si passionnant, quoi. Parce que musicalement, c'est un truc qui est très très fort, quoi. T'as plein de, enfin, en fait, c'est tout un sous-genre du rock. Le rock psyché. C'est même les tout débuts, en fait, du rock, au final. Mhm. Parce que moi, j'aime beaucoup une phrase de Lemmy Kilmister, qui était le bassiste et chanteur de Motorhead, Ouais. qui, lui, est né en 45 et racontait j'ai connu l'époque où le rock n'existait pas. Et ça met une claque quand t'entends ça. Ouais, ça semble alien. Comment Ouais. ça, le rock existait pas? Il a Et toujours. en fait, il racontait, c'était avec Elvis, avec Little Richard, tout ça, en fait, que le rock a commencé à naître. C'était du rock and roll à l'époque, où c'était le rock qui était vraiment dansant, tout ça et tout. Et Ok. pour la petite anecdote, du coup, Lemmy, il a commencé en tant que roadie pour Jimi Hendrix. Mec, tout est lié. Ouais. Wow. Et lui, c'est l'inverse, du coup, Lemmy, lui qui est anglais, après, il est parti faire sa musique aux États-Unis. D'accord. Ben, c'est très intéressant que tu me parles de Lemmy Kilmister parce qu'en effet, c'était un bassiste. Et ben, tu m'as parlé des morceaux que tu as fait récemment à la basse. Moi, Ouais. j'aimerais aussi maintenant te demander les tout premiers morceaux que tu as fait à la basse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cet instrument-là? Et qu'est-ce que tu as joué en premier quand Franchement, t'étais je à me la souviens. basse? Bah, déjà, j'ai commencé la musique il y a 10-11 ans, et j'ai commencé par la guitare électrique. J'aimais bien, mais je sentais que la basse, elle m'appelait, quoi. Ah ouais? Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas vraiment de morceaux où je me suis dit, ah, c'est pour ça que j'ai envie de jouer de la basse. C'est peut-être les Red Hot, parce que Flea, le bassiste des Red Hot, c'est vraiment une légende. Et premier morceau, je crois, du tout premier cours de basse que j'ai eu, je crois que c'était Another Brick in the Wall des Pink Floyd. Ok. Le riff, enfin la ligne de basse principale. Et le premier morceau, par contre, que j'ai appris en entier, c'est Californication des Red Hot. Magnifique. Voilà. Je pense que c'est un très Et bon c'est classique. c'est toujours un morceau où j'ai un plaisir à le jouer. Je trouve que c'est un morceau génial. Mais c'est fantastique cette phrase que tu as quand tu dis c'est comme si la basse t'appelait. Ouais. Enfin, donc, enfin, c'est pas explicable Ouais, par et- des mots, c'est quelque chose comme ça. En soi, il y a plein de... Enfin, si je m'écoutais, je jouerais je sais pas combien d'instruments. Là, je me tâte à me prendre une contrebasse, à me prendre un clavier aussi. Enfin, il y a vraiment plein d'instruments qui m'attirent. D'ailleurs, j'avais, à cette période-là, du coup, 1 an après avoir commencé la guitare, quand j'ai commencé la basse, j'ai vraiment mis la guitare de côté. Et en fait, j'y suis revenu, en fait, de moi-même, naturellement, quoi. Il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Hmm. Et aujourd'hui, enfin... Je suis bassiste, tu vois, mais je suis un peu guitariste aussi, mais j'aimerais bien, franchement, jouer de plein d'autres instruments, quoi. Il y a plein de trucs qui m'intéressent dans la musique et je trouve ça génial. Et puis même forcément même la MAO, tu vois, la musique assistée par ordinateur, Ah, tu vois, qui est d'accord. là, pas forcément un instrument, tu vois, ça m'intéresse. mais Bon, c'est- après, faut du temps, quoi. Bah, forcément, ça prend du temps, mais c'est un truc aussi que j'adore, c'est que, comment dire, t'es passionné par la musique, mais c'est avec un M majuscule, c'est-à-dire ça peut Ouais. seulement être tel morceau que tu trouves sympa et tout, c'est ben, comment tu crées de la musique, quoi, les instruments Ouais, qui c'est ça. sont derrière. Puis je m'intéresse de plus en plus à comment on va mixer la musique, comment on va produire un album, tout ça, c'est... Hmm. Et puis aussi, on peut se dire que un morceau peut être une œuvre, mais l'œuvre générale, ça va être l'album qu'il va y avoir. C'est vrai. C'est C'est tout un projet. tout ce qui s'est passé pendant la production de l'album aussi. C'est en fait, j'adore tout ce qui est un peu fun fact, Easter egg en fait sur sur tout ce que j'écoute. De toute façon, enfin comment dire. À chaque fois que je découvre un artiste, que je découvre un album ou quoi, je saigne l'intégralité de la page Wikipédia et de tous les autres trucs où je peux avoir en fait des informations et en fait j'adore ça quoi. C'est un rapport que je trouve super parce que tu vois, bon, ben, moi, c'est
Ces choses-là, je l'ai que découvertes en commençant donc, la seconde émission que je fais, Ultrason, où là, je devais aller plus en profondeur. Mais avant, c'était vraiment en parlant avec mes amis que j'avais une sorte de fenêtre, en fait, sur différents artistes et différentes œuvres. Fallait pas forcément de toi-même aller chercher l'information. Ouais, exactement. C'était vraiment dans le ressenti, je pense, dans la réaction même. Ouais, sur le moment même, quoi. Exactement. Et puis, donc c'est vrai que je trouve trop intéressant que toi, depuis toujours, tu t'es construit dans ton rapport à la musique avec tout simplement, c'est un son, mais qui a un contexte. Ouais. Est-ce que genre, t'as un petit fun fact qui t'a marqué, bien que tu trouves ça sympa, qui te vient à l'esprit? Là maintenant, tu me demandes là maintenant. Mec, je te demande ça, mais à l'arrache, comme ça, tu vois, à la grunge. Un fun fact, là maintenant. Ça, j'en ai plein, mais là qui me viennent maintenant à l'esprit. Mec, parce que, attends, ouais. Okay. C'est un peu triché, mais j'en ai un. Ouais. Auquel je pense tout le temps et qui me rend dingue. Une fois, justement, tu me parlais de basse, l'instrument, à proprement parler. Et on parlait genre de Thundercat, parce qu'il fait du très très bon son, Thundercat. Et tu vas parler de sa basse à 6 cordes. Ouais, 6 cordes, ouais. C'est ça? Est-ce que tu peux un peu développer pour les auditeurs? Ouais, conventionnellement, une basse, ça a 4 cordes. On va dire 80% des basses ont 4 cordes, une dizaine de pourcents ont 5 cordes avec une corde encore plus grave. Et vraiment, dans des cas un peu à part, on a des basses à 6 cordes, 7, 8, 9, des fois 12. Où, en fait, les cordes sont triplées, tu vois, avec des cordes de guitare. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Mais conventionnellement parlant, c'est des basses à 4 cordes. Parce que c'est un dérivé de la contrebasse. C'est une contrebasse, en fait, qui a été électrifiée façon guitare, en fait. Une basse électrique. D'accord. Parce qu'au début, il y a eu la guitare électrique qui a été inventée. Et en fait, dans les orchestres de blues ou de jazz, en fait, la batterie, ça faisait assez de bruit pour qu'on puisse l'entendre. Et il manquait plus que la contrebasse pour qu'elle soit électrifiée. Et du coup, en fait, c'est Fender qui a électrifié la première basse, qui s'appelle la basse, la Précision d'ailleurs, qui est un modèle qui est encore commercialisé. Enfin bref. Et du coup, la basse de Thundercat, c'est une Ibanez, c'est son modèle signature d'ailleurs. Donc c'est une 6 cordes avec une corde encore plus grave et une corde encore plus aiguë. Donc la corde plus grave pour faire vraiment des lignes très très lourdes, vraiment aller vraiment dans les graves, et puis après la corde en plus qui va servir à faire des lignes ultra mélodiques, voire même des accords des fois. Et c'est une basse aussi qu'on appelle demi-caisse. C'est-à-dire que bien que ce soit une basse électrique, en fait l'intérieur de la basse est creux, comme un instrument acoustique. Ce qui va donner en fait une couleur différente de son par rapport aux autres basses, quoi. Incroyable. J'ignorais ce détail-là concernant le fait que la basse soit creuse. Enfin, c'est ouf. Des instruments demi-caisse, t'en as pas mal, même au niveau des guitares et tout. Ouais. Oh, punaise. Et d'ailleurs, tu m'as demandé une fun fact. J'ai une fun fact du coup sur un bassiste. Sting, quand il était avec son groupe Police, du coup. Donc Sting, c'était le chanteur et bassiste des Police. Sur le morceau Roxanne. Ah oui. Au tout début de l'enregistrement, tu peux entendre un vieil accord dégueulasse au piano. Ok. Et Sting qui se marre juste après. Et en fait, c'est pendant l'enregistrement, Sting, il était complètement torché. Il s'est assis sur le piano, il s'est marré. Ah, ok. Voilà. Ça fait très très plaisir. J'écouterai Roxanne différemment maintenant. Et ouais. Mais ouais, en plus, on l'entend vraiment bien, donc au tout début du morceau. Ils ont gardé ça, la version définitive. C'est magnifique. Bon, Nicolas... Là, je pense que les auditeurs l'ont compris. Nicolas, c'est quelqu'un qui aime la musique, qui parle de musique très bien, qui la comprend très bien. Et une fois, durant nos nombreuses discussions en soirée, tu avais dit cette phrase qui nous a tous marqués, je pense, dans le groupe de potes. Les gars, je m'exprime juste mieux avec la musique qu'avec les mots. Nicolas, c'est si profond et poétique à la fois. Je crois que j'ai cassé le mythe direct. Ah ouais. Je crois que j'ai dit ça, genre, juste pour faire genre, non parce que j'avais rien d'autre à dire. Non. Ok, alors là, sachez une chose. Cette révélation-là va complètement changer notre vision de Nicolas à partir de maintenant. C'est ça, je suis un imposteur. Oh my god, mec. En vrai, c'est compréhensible, mais je pense qu'on a juste genre tellement construit un mythe autour de ça, en mode, Nico, t'es trop dit. Non, je crois que j'étais complètement ailleurs à ce moment-là.
Ouais, mec, je sais pas, c'est cool parce que, enfin, moi, ça m'a fait réfléchir parce que ça m'a merde. Non, mais enfin, mec, enfin, les mots, enfin, je sais pas, finalement, c'est quoi? C'est des lettres, c'est des sons. Et la musique, c'est des notes, c'est des Non, sons. non, c'est en plus quand tu regardes dans le contexte dans lequel c'était, je pense que c'était pas très sérieux. Le contexte, il y avait peut-être quelques vers qui étaient passés par là. Peut-être. Bon, le reste appartient à l'histoire. Ouais. En parlant d'histoire, Nicolas, tu vas commencer la tienne dans un registre tout particulier parce que tu m'avais dit que alors, toi qui es grand fan de musique, t'as fait très peu, voire aucun concert. Ouais. Et donc très bientôt, tu vas te rendre à ton premier concert. C'est ça. Nicolas, est-ce que tu peux un peu me partager, je sais pas, ton excitation? C'est quel concert, quel artiste? Carrément. Bah, déjà, j'y vais avec Jules, qui est passé sur le 2e écolocation. C'est vrai. Allez écouter. Très bon épisode. Ouais. Et on va tous les deux voir Gojira, l'Accor Hotel Arena, je crois, à Paris, du coup. Gojira, c'est un groupe de métal français qui est très, très, très connu à l'international. Et on va dire dans le métal, on va dire moderne, c'est vraiment maintenant aujourd'hui des pionniers parce qu'ils ont commencé début des années 2000 à peu près. D'accord. Enfin, en tout cas, leur premier album, je crois pas qu'il soit avant 2000. Et c'est un groupe de death metal. Donc c'est de la musique qui est quand même assez violente. Ils sont un peu assagis sur les derniers albums. Et c'est un groupe, qui est super étonnant dans le sens où leur musique et leurs paroles, en fait, sont ultra liées à la place de l'humain sur la Terre et sur l'environnement. Sur tout ce qui est écologie, tout ça. Et d'ailleurs, un des morceaux qui a le mieux marché là, du dernier album, un morceau qui s'appelle Amazonia, où en fait, le clip, on voit, toute l'Amazonie en fait, qui est en train de brûler, et ça a été tourné en fait, là-bas avec les gens qui vivent là-bas et tout. Et clip qui est super bien fait. Et où ça se ressent aussi dans la musique, où il y a eu l'utilisation pour le riff principal d'une guimbarde. Mais ça, c'est tellement... Et ça rend super bien. De la guimbarde dans du death, death metal. Dans du death metal. Ouais. Et ça marche. Et c'est c'est génial. Et puis les 4 mecs ils sont français, ils sont de Bayonne, je crois. Okay, et ils font vraiment de la super bonne musique. Mais j'y connais assez peu le genre, mais s'il me souviens bien, même les Français sont assez bons dans death metal. Alors ça, j'en sais pas du tout, parce que la scène française, c'est un truc pas qui m'intéresse pas, mais que je suis pas du tout. Ouais, juste en général. Sinon, j'écoute un peu Ultra Vomit, parce que je trouve ça vraiment très marrant, et que les mecs sont au final très très bons. Je sais pas si tu devais en parler, mais Ultra Vomit, c'est vraiment sympa. Ah ouais, moi je trouve ça super marrant. Je pense que ça peut être peut-être plus accessible pour les personnes qui connaissent pas trop le métal. Puis même en plus, ce qui est génial, c'est que c'est Ultra Vomit, malgré que ce soit un groupe qui soit très parodique et tout, c'est une claque culturelle. Parce qu'en fait, ils vont faire leur parodie, mais en reprenant en fait un répertoire de métal qui est ultra varié. Ils vont faire des trucs style Motorhead, style Rammstein, avec le morceau plus connu, Kamtar, sur du Iron Maiden. Ils vont vraiment se foutre de la gueule de toute la scène métal internationale, quoi. Mais en fait, ils le font trop bien. Et dès que en fait ils jouent un morceau, tu dis ok, ils sont inspirés de ça, quoi. Et d'ailleurs, on en revient à Gojira. Ils ont quand même un morceau qui s'appelle Calogero, où ils reprennent Face à la mer de Calogero façon Gojira. Et rien que pour ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Waouh, Calogero. Et c'est assez marrant parce que mec, je connais Kamtar, je connais l'air, je connais quelques paroles et tout ça, mais je connais pas Rammstein, j'écoute pas Rammstein. Ouais. Et c'est cette transmission, en fait, qui se réalise. Pourtant, je suis sûr que si t'écoutes, toi qui a déjà écouté Kamtar de Ultra Vomit, je suis sûr que tu vas écouter du Rammstein, et tu vas te dire, c'est du Ultra Vomit. Et non. Punaise, on me suis fait avoir. Mais ça, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est moins populaire dans les autres genres musicaux, mais dans le métal, il y a pas mal de groupes parodiques. Alors, j'en connais pas, en soi, j'en connais pas énormément. Mais si après il peut y avoir Primus aussi, je sais pas si tu connais Primus. Je connais pas Primus. C'est un groupe qui est très avant-gardiste et avec je crois qu'ils sont de Californie. Bon, je dis peut-être une connerie là-dessus. Mais ouais, c'est un groupe qui est super avant-gardiste où c'est du coup on va dire le leader du groupe parce que c'est surtout centré sur lui, c'est sur le bassiste chanteur Les Claypool qui a un jeu ultra atypique. Et qui joue sur des basses. En plus, il va te jouer, comme je t'ai dit, sur de la 4 cordes, comme tout à l'heure, ou sur de la 6 cordes fretless, par exemple. Fretless, c'est
En gros, toutes les barres que vous voyez sur les manches de la guitare, en fait, qui permettent de pincer, d'avoir la note directement, et ben en fait, elles sont enlevées et ça fait qu'on a un manche, pardon, qui est plat comme une contrebasse ou un violon, en fait. Et il va te jouer sur des trucs comme ça, enfin, le rendu est vraiment super marrant. Enfin, je trouve que c'est tout ce qui est satirique et humoristique dans la musique, c'est super intéressant. Et si on veut partir aussi sur des artistes comme ça, il y a eu Frank Zappa, qui était un guitariste et surtout compositeur de jazz fusion. Donc la fusion, en fait, c'est on prend un style, notamment le jazz, et on va essayer de le fusionner avec d'autres styles. Et Frank Zappa, c'était en fait je pense le pionnier, enfin en tout cas dans la musique moderne, de tout ce qui a été caricatural dans la musique, que ce soit dans l'instrumental ou même dans les paroles. Il peut y avoir des fois même des messages politiques dedans et tout, et c'est vraiment génial à écouter. Et c'était un super compositeur, et surtout, enfin, faut plus retenir que ça a été un compositeur qu'un guitariste, parce qu'il y a eu des morceaux dans sa carrière qui sont sortis sur ses albums où il ne joue même pas. En fait, c'est des instrumentales qu'il compose et qui sont joués en fait après par des orchestres. Et pardon, c'est des fois des compositions de néoclassique. Et il y a aujourd'hui énormément d'orchestres, des fois même des orchestres symphoniques qui reprennent du Frank Zappa, tellement le mec en tant que compositeur est incroyable, quoi. Ça, alors. Et c'est un mec de son vivant, il a sorti une 60aine d'albums, je crois. C'est un nom que je connais, que j'entends beaucoup, mais comme je me penche pas tellement sur l'histoire du jazz, tu m'en parles encore. Là, tu m'apprends beaucoup de choses super intéressantes, en fait. Est-ce que, c'est toujours une question difficile, mais tu recommanderais un morceau pour un peu commencer à découvrir le répertoire de Frank Zappa? Alors c'est un nom qui est très dur à dire. C'est Peaches and Regalia. Et c'est justement un morceau où je crois qu'il ne joue pas du tout dessus, et c'est vraiment un orchestre qui joue. Et c'est vraiment magnifique comme morceau. Je pense que c'est super bien écouté. Ben, magnifique. Merci beaucoup, Nicolas. Peaches and Regalia. Ouais. Bon, là on parle de musique, on est ensemble, on a une très belle vue, tu vois, c'est un bon moment. Ouais. Sauf qu'une chose que vous ne voyez pas, vous, c'est que Nicolas a un magnifique t-shirt. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce t-shirt que tu portes, Nicolas? Je peux parler de ce t-shirt. C'est un t-shirt du groupe Fleetwood Mac, et ça représente la pochette de l'album Rumors, sorti en 77, qui est un de mes albums préférés du moment. Quand tu me demandais ce que j'écoutais en ce moment, alors ça fait longtemps que j'écoute beaucoup là en ce moment du Fleetwood Mac, et cet album est juste génial. C'est un groupe britannique du coup des années 70, et déjà le nom Fleetwood Mac, ça vient du batteur qui s'appelle Mick Fleetwood et du bassiste qui s'appelle John McVie. Okay. Et donc l'album Rumors, c'est celui le plus connu, c'est celui où il y a le plus de hits dedans. Il y a des morceaux comme Dreams, comme The Chain, comme Go Your Own Way, qui sont vraiment des morceaux de ouf. Et je sais pas si t'avais prévu que je parle vraiment de l'album, mais cet album a vraiment une putain d'histoire. Dans le sens... On veut l'histoire. En gros, Fleetwood Mac, c'est 5 personnes, 5 musiciens. En fait, comment je vais amener ça? En fait, la formation du groupe, il y avait la claviériste chanteuse et le bassiste qui étaient mariés. Il y avait le chanteur-guitariste et la chanteuse qui étaient ensemble. Et il y avait le batteur qui avait un couple avec quelqu'un qui était en dehors du groupe. Et en fait, de 75 à 76, il y a eu les 3 couples en fait qui se sont séparés, dont un mariage, et 3 couples, dont 2 qui faisaient partie du groupe. Donc ça, c'est de 75 à 76, et cet album est sorti en 77. Et il y a des morceaux qui vont en fait parler des ruptures en fait de ces couples-là en fait, et selon les différents points de vue. Et en fait, il y a vraiment une ambiance qui est très très étrange dans cet album-là, et qui est super intéressante. Et il y a surtout le morceau The Chain, qui est en fait qui grosso modo, comment dire, malgré tout ce qui s'est passé en fait sur ces 2 dernières années, ils sont liés en fait comme par des chaînes pour jouer de la musique ensemble. Et Fleetwood Mac, faut savoir que aujourd'hui en 2022, ils sont toujours là, toujours ces membres-là. Incroyable.
Et enfin, c'est aussi une sorte de pacte avec la musique, cet album. C'est tout de même dingue cette histoire, quoi. Enfin, un groupe qui dépasse en fait ces sortes de, comme tu as dit, enfin, ces problèmes qui sont bien réels, quoi. Ouais. Mais sociaux, enfin. Et ce qui est marrant du coup sur la pochette de cet album, c'est que on y voit un couple et c'est deux des membres du groupe. Mais en fait, ils ont pris deux membres qui n'étaient pas ensemble. Parce qu'on voit la chanteuse Stevie Nicks du coup. Ouais. Et le batteur Mick Fleetwood. Mais c'est super. Parce que là encore, en plus, ils arrivent à je sais pas, ajouter une autre lecture aux différentes relations. Mais moi, j'ai une fascination en fait pour les pochettes d'albums. Parce que je sais plus qui j'ai écouté une interview de je sais plus qui disait que en fait dans ces années-là, les années 70-80, quand tu voulais acheter un album, quand t'allais chez le disquaire déjà, tu devais aller chez le disquaire pour acheter un album pour écouter de la musique. Si le groupe tu l'avais jamais vu en live ou que tu ne l'avais jamais écouté à la radio, tu ne savais pas du tout à quoi t'attendre quand t'achetais un disque. Et en fait, les gens se fiaient beaucoup aux pochettes d'albums. D'accord, c'était pour acheter communication. C'est ça, pour acheter en fait leur disque quoi. Okay. Aujourd'hui, une pochette d'album c'est un peu insignifiant. Et à l'époque, c'était vraiment hyper important d'avoir des pochettes d'album, de très bonnes pochettes d'album. Quoi. C'est assez intéressant parce que, du coup, lors du dernier ultrason sur lequel j'ai bossé sur Good Vibrations des Beach Boys, j'ai appris que la pochette de l'album Smiley Smile, qui est donc un de leurs albums, ils en ont fait plein, etc. Mais c'est le premier en fait qui possède un artwork spécifique au début des années 60. Et apparemment, à cette époque-là, c'était quelque chose qui n'était pas encore très très courant. Enfin, il y avait souvent les photos, etc. Mais je pense que c'est un moment, je pense avec le boom du rock, etc. Comme tu dis, il y a vraiment une sorte de créativité qui arrivait à ce niveau-là. Quoi. Ouais, et puis après, il y a eu des groupes comme Iron Maiden, par exemple. Je pense que c'est peut-être le meilleur exemple où toutes leurs pochettes d'albums, c'est une représentation en fait de leur mascotte Eddie the Head, qui est une sorte de momie, de zombie un peu, une espèce de monstre quoi. Et elle va toujours être présente sur tous les albums et dans des situations différentes, avec des costumes différents, tout ça. Et c'est vraiment la patte Iron Maiden quoi. T'as eu par exemple la même chose avec Motorhead où leur emblème, du coup, il s'appelle Snaggletooth, je crois, qui a toujours été là sur les pochettes d'albums. Sur Megadeth aussi, avec Vic Rattlehead, qui lui, la représentation de la censure. En gros, c'est un crâne qui a des plaques au niveau des yeux, qui a des espèces de tampons au niveau des oreilles, et qui a en fait des grilles au niveau de sa bouche. En fait, c'est celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas, et celui qui ne dit rien. Alors, évidemment, ça peut être hard un peu au niveau de l'image, mais c'est tellement puissant, quoi, parce que, c'est ça quoi. Puis à côté t'as eu les artistes qui ont voulu faire l'absence de pochette d'album. Les premiers, je pense le premier truc qui peut nous venir en tête c'est l'album blanc des Beatles qui s'appelle The Beatles, qui est tout blanc avec marqué un tout petit The Beatles où ils voulaient je sais pas s'ils voulaient rompre avec tout ce qui était le côté commercial ou quoi, mais ils ont voulu faire une pochette blanche. Et après il y a Metallica en 91 qui ont sorti l'album noir en fait, le Black Album. D'accord. C'est un album éponyme qui s'appelle Metallica. Et eux, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils en avaient marre en fait de tout ce qui était l'imagerie un peu sanglante qu'il y avait du métal avec des trucs un peu barbares partout sur les pochettes. Et ils se sont dit, on va faire une pochette noire avec marqué Metallica. Et en fait, ils ont pris un peu le contre-pied des Beatles, mais en restant dans le même thème. C'est ultra intéressant parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, c'est un message qui se transmet pas mal. En début d'année dernière, courant d'année dernière, il y a eu Donda, le dernier album de Kanye West qui est sorti. Donc c'est vraiment plus du tout le même genre musical. Bien sûr. Mais je trouve que ça trouve son sens aussi parce que cette pochette de l'album est complètement noire. Donc il n'est pas vendu comme un Black Album ni rien. C'est juste que Donda, c'est le nom de la mère de Kanye West. Et la pochette est noire, tout simplement pour signifier le deuil. Et c'est marrant parce que c'est un artiste qui, durant sa carrière, si on regarde un peu les pochettes et leur signification, c'est limite autobiographique. Tu vois, ça permet un peu de tracer un peu la vie de l'artiste. Ouais. Et je trouve ça dingue parce que, comme tu as dit, à travers les albums, c'est souvent genre des sortes de fenêtres dans le monde de l'artiste. Sinon, il y a les Black Keys aussi qui ont fait un album où il y a juste marqué This is an album of the Black Keys. Mais oui! Et dernièrement, il y a Damso aussi.
Ah ouais, écoute. Sur son dernier album. Calf. Ouais, où il y a juste marqué, titre, Damso, titre, Calf, tout ça, avec la durée de l'album, et puis voilà, quoi. Ce minimalisme-là, il est ultra intéressant parce que souvent, il est accompagné d'un message qui est assez fort. Donc, enfin, moins on en voit, plus on nous en dit, peut-être. Ouais, complètement. Et en même temps, je trouve ça cool parce que t'as des pochettes qui sont souvent assez chargées, assez riches. Et là, ça contribue à créer vraiment genre l'univers et l'imagerie genre d'un groupe, quoi. En fait, une absence de graphisme, c'est en soi du graphisme, en fait. Mec, c'est magnifique. Non, mais ça peut autant véhiculer un message qu'une pochette qui peut être super bien élaborée. Nicolas, je suis obligé de te poser cette question-là. On parle de pochette d'album. Nicolas, est-ce que tu connais les Beastie Boys? Ouais. Alors vous comprendrez peut-être pas la référence. Nicolas nous parle beaucoup, pendant un moment, il nous a parlé beaucoup des Beastie Boys, ouais. Et souvent il nous disait, les gars, est-ce que vous connaissez les Beastie Boys? Avec une anecdote incroyable dessus. Là, tu te fous de ma gueule, quoi. Je me fous un peu de ta gueule. Mais l'anecdote reste vraiment intéressante. Et donc si tu veux bien la partager, mec. En plus, tu m'aurais demandé, il y a peut-être encore un an, j'aurais pu te ressortir toute l'histoire, mais là, je vais ressortir que ce dont je me souviens. Mais avec pas de soucis, t'inquiète. Putain, je me rappelle même plus de leur album. Enfin, en gros, l'histoire, c'est Eminem était un très très grand fan des Beastie Boys, c'était son groupe préféré, et sur la dernier album, c'était Kamikaze, son dernier album ou avant? Non, c'est avant-dernier, je crois. Avant-dernier album, mais bon, en fait, c'est la pochette, en fait, c'est un avion de ligne avec du coup sur je sais pas comment on appelle ça là, tout l'arrière de l'avion, tu vois, sur l'espèce de... la partie arrière, ouais, j'ai pas le nom, où il y a marqué Kamikaze en fait, et c'était du coup exactement la même pochette qu'un des albums des Beastie Boys, où en fait il a juste mis Kamikaze à la place de Beastie Boys en fait. Et voilà, tout simplement. C'est tout simplement, c'est super beau, c'est bien fait, c'est sobre. Et maintenant que j'y pense, c'est assez intéressant parce que, enfin, les Beastie Boys, ça reste, je trouve, un point de, je sais pas, de rencontre ultra intéressant entre le rap et le rock. Bah, à la base, c'était c'était un groupe de punk, il me semble, les Beastie Boys. Ok. Qui venaient je crois qu'ils viennent de New York. Et ils ont commencé, en fait, à faire du hip-hop, mais avec leurs instruments. Parce que, en fait, les Beastie Boys, c'est 3 MC, sauf que t'en as un qui joue de la guitare, un qui joue de la batterie et un qui joue de la basse. Et je crois que le meilleur exemple qu'on peut avoir de cette transition-là, entre guillemets, c'est le morceau Sabotage, qui est un des morceaux les plus connus, et où, en fait, tu les vois même sur scène, en fait, t'as les trois MC, sauf que t'en as un qui est derrière la batterie, un qui est à la guitare et un qui est à la basse, et en fait, c'est vraiment de la musique qui est ultra orientée punk, mais aussi avec des éléments du hip-hop, et c'est tout simplement rappé, et puis même des fois un peu screamé, ce qui peut rappeler le punk. Je trouve que c'est vraiment le morceau parfait où tu vois la transition de punk à hip-hop. Alors là, Nicolas, là tu m'avais, parce que quand tu parlais de Sabotage, j'avais les images en tête, et je pense que ce que je ferai après ça, c'est vraiment me plonger un peu dans leur discographie aux Beastie Boys, parce que je leur donne pas assez d'amour, ça c'est sûr. Nico, on parle de musique, on sait que t'es un musicien, t'es un très bon musicien, je vous assure. Ouais. Et il y a une question que j'aime bien poser, que j'aime beaucoup poser même dans cette émission-là, c'est tout simplement si tu pouvais faire tout ce que tu veux en musique, t'as l'argent illimité, t'as je sais pas, tous les chanteurs, les bassistes, les guitaristes que tu veux, tu peux faire ton groupe, tu peux faire une carrière solo, toutes les arènes qui sont ouvertes. Qu'est-ce que tu fais, Nicolas, comme musique? Alors moi, j'ai un très très gros problème déjà, c'est que la plupart des gens avec qui j'aurais bien aimé jouer sont morts. Donc c'est un peu limitant, mais non, je pense que mon rêve, vraiment mon rêve absolu, ce serait un jour de monter genre mon projet à moi, genre c'est un peu égoïste dit comme ça, mais tu vois, avoir un groupe où vraiment je suis appliqué à 100% dans la composition des morceaux et dans la production et tout ça. Je sais même pas quel style ce serait. Ouais. Je sais même pas avec quel genre de musicien ce serait, tu vois. Tellement ça me paraît un peu irréel, quoi. Mais ouais. Mais sinon, il y a un truc aussi, en tant que musicien, que une question que je me pose souvent, c'est genre, dans quel groupe t'aurais aimé jouer? Et je pense que c'est une question qui peut être super intéressante en fonction des musiciens et tout. Et moi, je pense que ça aurait été Fleetwood Mac. C'est intéressant, c'est ultra intéressant parce que même si tu sais que t'aimes beaucoup, beaucoup ce groupe-là, ouais. On voit que principalement, t'as, comment dire, je pense,
plutôt une accroche pour le death metal, Bah, même non, le non, punk. non, pas forcément. Non, enfin, j'ai été introduit à la musique, on va dire, par le hard rock, on va dire les Rolling Stones, AC/DC, tout ça. Et le moment où où je me suis fait ma propre culture musicale, c'est quand j'ai découvert Metallica. Où là, j'ai saigné l'intégralité des albums de Metallica. Et les groupes qui ont vraiment bercé le début de ma culture musicale, il y a eu Metallica, Rage Against the Machine, Guns N' Roses, voilà, des groupes comme ça. Où, ouais, certes, j'ai commencé par le metal et le hard rock, mais aujourd'hui, je pense pas avoir l'étiquette du métalleux. Même si là, je vais aller voir un concert de Gojira dans 2 semaines. Ouais. Mais non, non, là, non, aujourd'hui, je pense plus avoir l'étiquette de métalleux. Et pourtant, quand j'ai commencé à jouer de la musique, j'étais quelqu'un qui était très très fermé. Très très fermé en fait aux autres styles qu'il pouvait y avoir. J'ai très longtemps été, je pense, toute ma période collège jusqu'à peut-être quelques années au lycée, j'écoutais toujours le même style. Et aujourd'hui, j'écoute vraiment plein de styles différents, quoi. J'aime pas cette phrase de dire ouais, j'écoute de tout, mais finalement, mais c'est j'écoute un peu, des choses différentes. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est fait, réaliser ce petit basculement? Ça, je crois, c'est juste j'ai grandi en fait. Je crois que c'est juste ça, parce que c'est pas que j'aimais pas ce que j'écoute aujourd'hui, c'est juste que je prenais pas le temps de l'écouter, je pense. Et franchement, c'est super beau, c'est mature. Et je pense que, ouais, tout simplement, avec l'âge, on prend peut-être plus le temps d'apprécier certains Ouais. morceaux. On élargit notre répertoire. Ouais, et puis ouais, j'étais vraiment très fermé, quoi. Et puis je pense, ouais, avec l'âge, on devient plus ouvert et plus indulgent à ce qu'on écoute. Parce que, en plus, c'est un peu dans tout ce qui est communautaire, surtout dans des styles comme le métal, où il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de trucs comme ça. Et en fait, c'est un peu ce sentiment d'appartenance que tu essaies d'avoir. T'es là, tu sors avec tes t-shirts avec tes groupes de métal dessus, avec ta veste en jean, avec tu mets tu commences à mettre des bottes, des Doc Martens, tout ça et tout, et puis voilà, t'essaies d'appartenir à quelque chose. Et puis au fur et à mesure, ouais, je pense que c'est juste j'ai grandi, j'ai commencé à écouter plein de trucs différents, et je pense que c'est peut-être la plus belle chose qui me soit arrivée, même si j'adore le métal bien sûr, mais d'avoir diversifié mes goûts musicaux. C'est juste magnifique ce que tu dis, parce que c'est assez fort. Je pense que beaucoup de personnes durant l'adolescence sont un peu dans cette sorte un peu de quête identitaire, tu vois. Faut se mettre, Ouais, carrément. où est-ce que je fit dans quelle Ouais. communauté, quel groupe et tout ça. Et c'est vrai que dans la musique, t'as complètement ça en fait. T'as des genres musicaux avec déjà des codes, tu as très bien dit, qui te proposent une sorte d'identité voilà, comme ça. Tu Ouais, peux c'est même les adopter. ça en devient sectaire des fois, hein. Des fois t'as des codes, c'est comme ça. Et si tu comment dire, si t'essayes de sortir un peu de ces trucs là, des fois t'as l'impression que tu vas être rejeté et tout, puis au final c'est des conneries, quoi. Enfin, ça reste de la musique, putain. À la base, si t'écoutes de la musique, c'est juste parce que genre t'aimes bien ça et t'écoutes ça pour t'éclater et pour t'ambiancer. Enfin, après, on peut rentrer dans le débat de pourquoi est-ce qu'on écoute de la musique. Il y a plein de raisons. Il y a autant de raisons d'écouter de la musique qu'il y a de musique à écouter. Donc, Voilà. Nicolas, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. J'aimerais continuer cette discussion-là dans d'autres contextes, après qu'on ait écouté ensemble d'autres morceaux pour encore plus l'enrichir. Ouais. Mais là, je pense qu'on arrive progressivement vers la fin de l'épisode. Ok. Comme tu le sais, il y a une petite rubrique que j'aime bien réaliser dans les colocations, qui s'appelle le Karaeko. Ouais. Tu vois en quoi ça consiste? Ouais, malheureusement. Eh bien, écoute, Nicolas, tu vas devoir m'écouter chanter. Alors, c'est pas mon point fort, mais mec, je vais te donner tout ce que j'ai pour que tu puisses... Tant que c'est toi qui chantes, ça me va. C'est gentil. Mec, c'est vrai. Il faut que ça soit une chose. Nicolas est vraiment l'instrumentaliste, parce qu'il basse, guitare, comme il vous a dit, le plus sympa du monde. À chaque fois qu'il vient dans notre petit coin, il me propose de chanter. J'aime beaucoup chanter, mais je chante pas très bien. Et il le fait avec le sourire, il m'accompagne à chaque fois. Et donc, j'ai rien que pour ça, mec, mais gros câlin. Bon. Je prépare ma plus belle voix. Vas-y. Nicolas, je ne suis pas le seul voyageur aéré. The Night We Met, Lord du Rhône. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mec, est-ce que c'est un home run? Est-ce qu'on vient de témoigner un home run là? Non, mais il faut que je te raconte un truc, c'est que je suis très bon en blind test. Enfin, je pense que je suis très bon.
Sauf que jamais je fais des blind tests qui me permettent d'écouter, enfin, où les musiques des blind tests, en fait, sont des musiques que j'écoute. Ok. Ah non. Punaise. Non, mais vas-y, continue, moi j'adore. Ok, écoute. Allons-y. Parce que j'ai juste trop envie de parler de cette musique-là, de la mettre en parole. Et écoute. Encore, je cherche le chemin qui me ramènerait à la nuit où nous nous sommes rencontrés. Et ça commence en anglais, comme tu l'as très bien dit. Mhm. I'm not the only traveler, was not unpaid his days. Mais Nicolas ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul. Au moins. Non, mais toi, t'as les paroles sous les mains, c'est plus facile. Enfin, sous les yeux, plutôt. T'as raison. Et écoute. Nicolas, c'est toujours un plaisir de prendre un peu de temps avec toi et parler de musique. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder, peut-être avant qu'on finisse l'épisode? Je sais pas. Je sais pas trop. Écoute. J'espère que t'as passé un bon moment, mec. Carrément. Excellent. Et bien sur ce, Nicolas, je te laisse mettre fin à l'épisode des colocations. Et ben, merci d'avoir écouté Colocation. Vraiment un super podcast. Vraiment, c'est des découvertes à chaque fois. On apprend beaucoup de choses, même sur les gens qu'on connaît pas forcément et tout. Ouvrez-vous à la musique en général. Il y a plein de trucs super sympas à écouter. Faut pas se fermer sur des styles ou des codes. Pour finir, tu vois, j'aimerais dire qu'il y a une peur, tu vois, que j'ai dans la vie, c'est de pas avoir le temps d'écouter tout ce que j'ai envie d'écouter. Et je pense qu'il faut vraiment se poser pour écouter de la musique, parce qu'il y a vraiment des trucs qui peuvent être super intéressants, qui peuvent même, enfin, des fois, c'est genre ça te change ta vie. Des fois, t'as des morceaux, t'es en mode putain, pourquoi j'ai pas écouté ça, genre il y a 5 ans, quoi, parce que c'est juste trop bien, quoi. Et puis ouais, prenez le temps de vous poser, genre de faire ce que j'appelle de l'écoute active. C'est en gros, tu fais juste écouter, tu fais rien d'autre à la place, tu fais rien d'autre pour t'occuper et tout. Et c'est vraiment super intéressant. Enfin voilà. Mais Nicolas, merci beaucoup. Peut-être un outil qui pourrait aider nos auditeurs. Je sais que, évidemment, vous pouvez écouter de la musique un peu partout de nos jours, dans la rue, sur Internet, à la télévision, au cinéma. Mais moi, j'aime bien écouter de la musique sur la plateforme qui s'appelle Radio. Je sais pas si tu connais ce site-là. Pas du tout. Alors, mec, je t'en parle maintenant. C'est un site, tout simplement, où, en gros, tu tapes sur Internet Radio avec 2000 O. Tu mets autant de O que tu veux, tu tombes sur le site. Ok. Et en fait, il t'affiche une carte du monde avec une sorte de frise chronologique. Et en gros, tu cliques sur la carte, tu peux arriver en Inde, tu peux arriver au Cameroun, tu peux arriver en France, tu mets la date, 1940, 50, 1820 même, et souvent, tu as des contributeurs sur Internet qui, à travers le monde entier, vont alimenter le site en musique de cette période et de cette époque-là. C'est génial. Donc voilà, peut-être que ça peut être une bonne façon de s'ouvrir, je pense, à de nouveaux genres. Nicolas, merci encore pour tout, pour ton temps et puis pour ta passion. Et merci à toi, JC. Ainsi s'achève cet épisode de Décolocation, réalisé avec la participation de Nicolas. Mes remerciements vont à Alexandre Adam pour son travail de mixage, mais aussi à vous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode Décolocation.